Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire, donc migrer vers Bluemind depuis Exchange. Donc, en attendant que tout le monde arrive et se connecte, je vais en profiter pour vous donner quelques informations pratiques. Donc, pour ma part, je suis Leslie Saladin et je suis la responsable du marketing et de la communication de Bluemind. Et ce webinaire sera donné par Fabrice Tégon, qui a travaillé pendant une vingtaine d'années en tant que responsable de la messagerie au ministère de l'Intérieur et qui occupe aujourd'hui le poste de directeur projet chez Bluemind. Donc, il connaît très, très bien les enjeux des organisations publiques et des collectivités. Alors, je me permets de le signaler parce que j'ai regardé un peu la liste des inscrits et c'est vrai que vous êtes nombreux à représenter ce secteur-là. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Fabrice. C'est vraiment l'homme de la situation. Donc, avant de lui donner la parole, je voulais vous signaler des petites choses. Donc, sur cette plateforme, vous avez accès à un chat. Donc, si vous regardez en bas à droite de votre fenêtre, voilà, il y a un chat où je vois que tout le monde dit bonjour. Donc, bonjour à tous. Dans ce chat, je pousserai quelques informations complémentaires à ce que Fabrice va vous expliquer, parce qu'on ne peut pas tout dire en 45 minutes et il y a plein d'infos connexes qui peuvent vous intéresser. Donc, je mettrai quelques liens. Si vous avez des questions pendant le webinaire, alors on sera vraiment ravis d'y répondre en fin de webinaire. On a une équipe soudée là pour répondre. Donc, on a Fabrice, notre expert. On a un expert technique en la personne de Manuel Guillet qui officiera également sur les questions. Et on a aussi Pierre Baudraco, donc le PDG de Bluemind, qui traîne dans les parages et qui pourra aussi répondre à vos interrogations. Cependant, les questions, il faut vraiment faire attention à les poser au bon endroit, qui est l'onglet questions. Donc, juste à gauche du chat, vous avez une petite icône question. Donc, c'est ici qu'il faudra les poser. Ça nous permettra à nous d'y répondre sans en oublier aucune. Je pense avoir tout dit. Ah oui, je voulais vous signaler également que donc, ce webinaire concerne un scénario de migration vers Bluemind depuis Exchange et que nous traiterons un autre scénario vers Bluemind depuis Zimbra le 1er juin. J'ai mis la page d'inscription en ligne sur notre site internet. Donc, si vous allez sur notre site dès aujourd'hui, vous pourrez voir le lien pour s'inscrire à ce webinaire du 1er juin à 11h, qui sera également donné par Fabrice. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour ma part, donc, je file dans le chat et je laisse la parole à Fabrice. Très bon webinaire à tous. Très bien. Merci Leslie. Donc, on va charger la présentation. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire consacré à la migration d'Exchange vers Bluemind, qui abordera en fait deux sujets. Pourquoi en fait migrer est la solution vers laquelle on veut aller, donc dans notre cas Bluemind, et bien sûr comment migrer vers Bluemind. Donc comme l'a dit Leslie, je suis Fabrice Tégon, directeur de projet chez Bluemind, et j'ai effectivement avant ça bossé pendant une vingtaine d'années au ministère de l'Intérieur, où j'étais responsable en fait de l'équipe messagerie, et j'ai donc connu effectivement à ce titre plusieurs projets de migration. Aussi, migrer une messagerie représente toujours un challenge technique, fonctionnel et organisationnel. On sait que la messagerie en fait est vraiment utilisée par tous toute la journée. C'est en fait le premier outil qu'on va consulter le matin quand on arrive au travail, ou c'est celui qu'on ouvre en premier si on l'a fermé la veille. Si la messagerie s'arrête, l'entreprise ou l'administration arrête de tourner, sauf bien évidemment les équipes techniques. Donc, pour une migration, aucune perte de données n'est tolérée. Et en fait, il faut limiter les perturbations, voire les gommer. Le comment est donc très important. Et c'est tout l'objet de ce webinaire, vous présenter ce que Bluemind peut vous apporter comme solution pour répondre efficacement à tous ces besoins et vous permettre une migration maîtrisée et en douceur. Je vais tout d'abord vous présenter rapidement en fait qui nous sommes pour ensuite rentrer dans le vif du sujet. Bluemind est donc la société éditrice du logiciel du même nom, Bluemind, qui est donc une messagerie collaborative open source made in France. L'objectif, la motivation, le leitmotiv de Bluemind, c'est en fait répondre à vos attentes en termes de besoins collaboratifs, d'usage et de souveraineté numérique. Toute la R&D est basée en France, il n'y a aucune sous-traitance. Nous avons donc
toute la maîtrise de nos briques et de nos développements. À titre d'exemple, nous maîtrisons parfaitement le protocole Exchange Active 5, donc le protocole en fait de synchro des smartphones, qui est développé en interne. On n'a donc aucune dépendance à des fournisseurs. Nous avons plusieurs partenaires en France, en Allemagne, en Belgique, et donc nous sommes essentiellement implantés en Europe, mais également en Afrique. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs centaines en fait de références allant d'administration publique, des ministères, des mairies, à des entreprises privées qui vont de la PME en fait à la grosse structure, comme La Forêt par exemple. Donc on a un panel de clients qui en termes de volume, de contexte métier et de besoins à couvrir est donc assez large et nous permet d'avoir une expérience très forte en fait sur les projets de messagerie et donc les projets de migration et notamment Exchange. Donc la première question que l'on peut se poser en fait quand on migre une messagerie, c'est mais pourquoi en fait changer de messagerie? Et là en fait il y a plusieurs raisons possibles, non exclusives. Bon, on a dû tous connaître en fait ce scénario. Une messagerie, ça vit, et donc ça a aussi une fin de vie. On peut aussi être tout simplement en fait en phase de renouvellement si on est sur une offre hébergée en mode SaaS par exemple. C'est donc la raison principale et logique qui nous conduit en fait à vouloir migrer ou upgrader notre solution de messagerie. Après, il y a d'autres critères, d'autres raisons en fait qui viennent appuyer, compléter ce besoin de migrer. Donc, par exemple, les besoins utilisateurs en entreprise ont énormément évolué. On ne se contente plus d'envoyer quelques mails par jour. Les aspects collaboratifs, par exemple, ont explosé et prennent beaucoup plus de place, que ce soit sur les briques en fait de base, agenda, contact, mais également tout ce qui est outils de communication unifiés nouveaux, donc typiquement visioconférence, messages instantanés. De même, les besoins en fait autour du mail eux-mêmes ont énormément évolué. On aura par exemple beaucoup plus de fichiers volumineux, on a des traitements automatiques, les droits en fait, les partages sont beaucoup plus poussés. Et il y a également des sujets en fait type messagerie socialement et écologiquement responsable qui émergent. Ensuite, votre messagerie peut tout simplement être donc dépassée d'un point de vue donc fonctionnel, mais également d'un point de vue hébergement. On peut vouloir changer de solution d'hébergement. Ensuite, une entreprise ou une administration, c'est en mouvement. Il y a de nouvelles entités, il peut y avoir des rachats, enfin bref, il peut y avoir plus d'utilisateurs à héberger et à gérer. Et là, en fait, certains d'entre vous ont peut-être connu en fait cette situation. La négocier avec Microsoft, ça peut être très compliqué, voire il peut y avoir pas de négo en fait du tout et on peut se faire saigner. On peut donc tout naturellement vouloir changer de solution pour des histoires de coûts. Et enfin et surtout, en fait, une des raisons dont on entend beaucoup parler en ce moment, et à raison, c'est la souveraineté, c'est ces nouveaux enjeux autour de la souveraineté. Il faut donc opérer un changement en prenant en compte en fait les nouveaux besoins et en tenant compte des enjeux de souveraineté. Alors, la souveraineté, en fait, qu'est-ce que c'est? La souveraineté, c'est la maîtrise de ces données. C'est pas simplement savoir où elles sont hébergées, c'est vraiment les maîtriser. Et c'est également en fait la capacité à produire ces données, à garder en fait l'indépendance technologique. Donc là en fait tout le monde est d'accord là-dessus. Avoir une capacité à négocier et pas subir les aléas des tarifs licences par exemple, c'est effectivement important. Bref, tout le monde en fait est d'accord sur l'importance de garder le contrôle de ces données et de ces applications. Tout le monde veut du Made in France ou du Made in Europe. Ça c'est la théorie, c'est très bien. Mais la solution, en fait, doit répondre en fait, aux besoins utilisateurs, respecter les usages et répondre aux enjeux de la DSI. Et pour beaucoup, un outil souverain et qui plus est open source ne répondra pas correctement en fait, à ces besoins, à ces contraintes et aux usages utilisateurs. Or, les usages, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le leitmotiv, la motivation principale, c'est le moteur de BlueMind depuis toujours, d'où notre slogan, vous voyez peut-être derrière, qui est la souveraineté enfin compatible avec les habitudes de messagerie. C'est vraiment en fait le plus important. Les utilisateurs doivent adhérer à la solution et la DSI doit avoir la capacité à migrer. Si les utilisateurs en fait ne sont pas contents, et qui plus est si les autorités ne sont pas contentes, le projet ne pourra pas marcher. Le sujet de la souveraineté, pourtant, il est crucial. Depuis maintenant, en fait, plusieurs années, la stratégie en fait, des grands fournisseurs de services IT et Microsoft en premier,
c'est de migrer les clients vers leurs offres cloud. Donc, typiquement, pour Microsoft, c'est migrer tout le monde vers Office 365. C'est vraiment opération, on s'occupe de tout, sortez le chéquier. Après, pour sortir la main, bonjour, c'est un peu compliqué, hein, c'est volontairement complexe d'en sortir. Une fois dans la matrice, c'est très compliqué. Vous subissez en fait les mises à jour et donc les augmentations régulières de tarifs. Et pour le coup, pardon pour le jeu de mots un peu bidon, vous maîtrisez plus rien. C'est vraiment Microsoft en fait qui mène la danse. On a vraiment un lock-in qui est multiplié par 1000, donc ça devient de plus en plus compliqué. En plus, ça vous met dans une situation un peu délicate, notamment pour les administrations par rapport aux législations européennes. On peut prendre par exemple en exemple la législation sur les marchés numériques, le Digital Market Act, ou tout simplement les RGPD, où c'est juste incompatible en fait avec le Cloud Act. Après, il y a aussi différentes directives gouvernementales qui ont été poussées. Typiquement, il y a une note du Premier ministre qui a été poussée à toutes les administrations pour leur interdire de passer à l'offre Office 365. Certains d'entre vous ont peut-être d'ailleurs vu passer en fait une note des DSI en fait de l'Éducation nationale qui envoyait en fait un ordre à tout le monde de ne plus mettre en fait à disposition Office 365 à tous les étudiants. Donc le sujet bouge et la situation en fait se complique. L'État est vraiment conscient de ce besoin de souveraineté, des enjeux que cela représente, et donc de l'importance de soutenir toutes les démarches en ce sens. D'autant plus, en fait, que le marché européen, il pèse plus lourd que le marché américain. Et les géants du numérique sont tous aux États-Unis. Il est donc indispensable que l'État et l'Europe, en fait, soutiennent, ou plutôt reconnaissent les solutions auxquelles ils croient. C'est en cours via le financement de consortiums, dans le cadre de France 2030 que vous avez peut-être vu passer, pour faire émerger en fait des solutions. Encore une fois, pour faire connaître les solutions, parce que des solutions existent. Et Bluemind fait clairement partie des solutions identifiées. Et heureusement, parce que les enjeux en fait sont vraiment phénoménaux. Je vais juste vous donner deux petits exemples en fait qui illustrent vraiment cette nécessité d'être indépendant et d'avoir des solutions souveraines. Au niveau de la maîtrise des données déjà, donc vous connaissez peut-être MongoDB, qui est une solution en fait de base de données NoSQL qui marche plutôt pas mal. Après, malheureusement, le début de la guerre en Ukraine, malheureusement pour la guerre, MongoDB a fait une annonce en fait indiquant qu'ils allaient couper les accès de tous leurs clients russes et qu'ils allaient effacer les données. Donc on a donc plutôt intérêt à continuer à bien s'entendre avec nos copains américains, parce que je voulais juste imaginer en fait les conséquences si demain Microsoft décide de couper tous les accès Office 365 à tous ses clients français ou européens, et surtout d'effacer après les données. Et éventuellement de jeter un œil avant de tout effacer, on rappelle qu'en fait toutes les informations passent par la messagerie. C'est juste inimaginable. Ensuite, sur la capacité à produire les données, à faire en fait à l'échelle européenne, un autre exemple, on doit se rappeler qu'il y a quelques temps, on a dû passer un peu de temps à la maison, et que pour sortir, il fallait porter un masque. Donc là, on a voulu passer commande, pas de problème, il y a plein de fabricants. Là-dessus, les fabricants ont privilégié leur population. Et donc là-dessus, on n'a pas pu commander. Donc branle-bas de combat, qu'est-ce qui s'est passé ? Énormément d'entreprises en fait en France ont transformé leur chaîne de production pour produire des masques. Et puis certains d'entre vous ont certainement suivi des tutos sur Internet pour en fabriquer eux-mêmes. Donc la souveraineté, en fait, c'est pas uniquement la maîtrise des données, c'est aussi en fait savoir les produire. Donc pourquoi migrer ? Parce qu'en fait, il y a des enjeux presque vitaux en fait pour les entreprises ou les administrations. Donc il faut en fait une solution souveraine. Et c'est justement celle que nous développons, ça tombe plutôt pas mal. Maintenant, il ne suffit pas en fait de juste dire on est français, cocorico. En messagerie, en fait, c'est vraiment l'usage et l'acceptation en fait des utilisateurs qui priment avant tout. Pour ça, en fait, la solution doit répondre aux habitudes et aux besoins des utilisateurs. Que ce soit en fait au niveau des besoins avancés en termes de messagerie classique, entre guillemets, donc mail, agenda, contact, qui maintenant vont vraiment très loin, avec de nombreux scénarios assez complexes. Par exemple, au niveau agenda, on peut avoir une réunion récurrente en fait tous les 3e lundis du mois, avec une exception à la 2e occurrence, où la date ou l'horaire va changer, qui est déplacé, on invite un autre participant, on rajoute une visio et une pièce jointe. Et ça, il faut pouvoir le faire depuis les différents accès à la messagerie, et notamment les appareils mobiles.
Donc, ce soit également en fait sur la gestion et les liens avec la communication unifiée et le collaboratif au sens large, donc la visio, messagerie instantanée, Drive, etc. Et pour lesquels en fait la messagerie est aujourd'hui souvent le point de départ, le point d'entrée. Comme je disais tout à l'heure, la messagerie, c'est l'outil qu'on consulte en premier. Et puis il faut des interactions en fait avec toutes ces briques-là. Il y a aussi des données communes. Donc, pour une présentation en fait détaillée du produit, parce que ce n'est pas vraiment l'objet de ce webinaire, n'hésitez pas en fait à nous solliciter ou à aller consulter en fait les liens que Leslie a déjà dû vous pousser sur le chat. Donc, choisir maintenant la bonne solution, c'est une chose. Avoir la capacité d'y migrer, en fait, est tout aussi importante parce que la migration de messagerie, comme je l'ai dit, c'est un projet complexe. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de voir comment on peut concrètement migrer vers Bluemind depuis Exchange. Car la solution, en fait, doit vous fournir des solutions, notamment pour migrer le plus en douceur possible. Donc, tout d'abord, en fait, un petit rappel sur les différentes étapes en fait, à franchir avant d'entamer votre migration. Le process, en fait, effectivement, est long. Avant de choisir Bluemind, une étude a dû être réalisée pour mettre à plat votre besoin, les contraintes liées à votre contexte métier, et une analyse en fait des différentes solutions pouvant répondre à vos exigences, à votre besoin a été conduite pour enfin arriver au choix le plus intelligent et le plus adapté à vos besoins, qui est bien évidemment Bluemind. Ça, maintenant, c'était les étapes les plus simples. On peut maintenant commencer en fait à organiser la migration, qui elle aussi se fera par étapes. Parce qu'une migration, ça ne se limite pas à uniquement migrer des données. Pour pouvoir en fait migrer les données, la solution doit s'adapter à votre contexte et s'intégrer finement à votre système d'information. Ensuite viendra évidemment la phase de reprise des données, mais qui elle aussi ne se limitera pas au mail. On l'a vu un tout petit peu avant, une messagerie, c'est plus que du mail. Ça serait un peu trop simple. Il y a malheureusement des utilisateurs qui travaillent et donc qui utilisent la solution. Ils ont donc des habitudes, une façon de travailler, ils collaborent avec des collègues. Par exemple, il y a des secrétaires qui vont gérer les agendas des autorités. Donc, ça peut être pas mal de reprendre en fait tout ce contexte collaboratif. Si vous avez connu des migrations, elles se font par étapes. À minima, il y a des sites pilotes. Donc, dans 99% des cas, on ne va pas pouvoir opérer un Big Bang ou une migration one-shot. Il va falloir gérer deux solutions en parallèle. Après, généralement, on accompagne les utilisateurs dans le changement. Par exemple, quand on apprend à nager, on nous explique comment faire avant de plonger dans le grand bain. Si vous avez les enfants, un petit exemple, je ne pense pas que vous ayez opté pour une mise en production brutale en disant « hop, allez, vas-y mon bébé, maintenant nage ». C'est donc indispensable de bien former, d'accompagner les utilisateurs, parce qu'on ne peut pas forcément former tout le monde, pour obtenir l'adhésion des utilisateurs et ne pas avoir de perte de productivité. Qu'il n'y ait pas en fait un rejet de la solution par agacement parce qu'on ne sait pas utiliser l'outil. On va donc voir un petit peu en détail chacune de ces étapes, en commençant par le commencement, à savoir l'intégration à votre système d'information. La pierre angulaire de votre système d'information, c'est votre annuaire, c'est votre base utilisateur, votre référentiel. Pour la grosse majorité d'entre vous, ça va être l'Active Directory. Maintenant, ça peut être aussi un annuaire LDAP ou vous pouvez avoir une solution de SSO. Alors, Bluemind sait s'intégrer finement en fait, avec toutes ces solutions. Donc, on sait faire du provisioning Active Directory avec une authentification asservie à l'AD. Voire, en fait, mettre en place un SSO Kerberos. On sait également le faire en fait, pour du LDAP. Et on est également compatible avec les principales solutions, les principaux protocoles SSO du marché. Donc, Kerberos, comme je l'ai dit, mais également SAML, O2 ou OpenID. Ensuite, lorsque la nouvelle solution en fait, est mise en place, c'est super, mais on doit la mettre à disposition des utilisateurs, si vous avez des clients lourds et des appareils mobiles. Il faut déployer la solution. La Bluemind, en fait, s'appuie sur toutes les solutions existantes côté client, donc l'auto-configuration des smartphones et l'auto-configuration Outlook. Bluemind, effectivement, natif à Outlook, mais ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Ensuite, une fois que Bluemind est intégré à votre système d'information, les services tournent et on peut commencer à travailler en parallèle sur la migration.
Et qui dit migration dit forcément reprise des données. Donc là, un travail doit être réalisé en amont pour identifier les données, toutes les données à reprendre. Et surtout, en fait, le volume. On peut en profiter pour faire un peu de ménage, mais il faut effectivement bien mesurer le volume qu'il y a à migrer. Il faut bien veiller à ne rien oublier, parce que il y a forcément des utilisateurs qui auront archivé des données dans des archives locales, dans des PST, et qui ne seront pas forcément sur le serveur. Bref, il faut cartographier en fait pour pouvoir ensuite commencer à mettre les mains dedans. Et quand on parle en fait de migration de messagerie, on pense tout de suite à la reprise des données. C'est vrai que c'est plutôt pas mal de reprendre les mails, les calendriers et les contacts. En bref, les données brutes. Donc là, super nouvelle, on sait le faire. Ouf, maintenant, c'est quand même un petit peu la base. Notre outil de migration qui s'appelle BM Migrator, c'est reprendre en fait plusieurs sources au niveau messagerie. On sait reprendre plein de solutions. Maintenant, on l'a vu en fait en début de webinaire, la messagerie, c'est vraiment l'outil number one. C'est l'outil le plus utilisé. La messagerie s'arrête. Au bout de 2 minutes, en fait, l'équipe messagerie est saisie. Et au bout de 4 minutes, c'est le téléphone du DSI qui sonne. Donc, la migration, en fait, ne doit pas empêcher les gens de bosser. Ce n'est pas vraiment l'objectif. On imagine mal, par exemple, des secrétaires arriver le lundi matin et pas réussir à ouvrir les agendas des autorités, qui leur demanderont forcément l'agenda de la semaine, comme toutes les semaines. On a donc tendance, en fait, dans une migration de messagerie à focaliser sur les données, alors qu'il faut en fait se focaliser sur les usages et la minimisation des perturbations. Il faut donc en fait reprendre le contexte métier afin que les utilisateurs retrouvent leur environnement collaboratif et puissent continuer de bosser en gardant leurs habitudes. Notre outil de migration sera en fait reprendre d'Exchange les droits mis en place et les délégations, par exemple, données à différentes personnes, pour écrire au nom d'eux, par exemple. On sait également reprendre les notes, les filtres, les signatures. Donc, on sait reprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, on est sauvé. Le lundi matin, on pourra bosser. Les secrétaires pourront imprimer l'agenda de la semaine des autorités. Les chauffeurs sauront où aller chercher les VIP, qui, eux, sauront où aller en rendez-vous. Sans ces éléments, en fait, on commence forcément mal la migration, car on a directement en fait, des utilisateurs mécontents qui vont contacter le support. Et puis derrière, on rame pour rattraper tout ça et faire adhérer en fait, les utilisateurs, parce qu'ils ont tout de suite une appréhension qui sera très compliquée en fait, à migrer elle aussi. Donc, sur la théorie, en fait, on est tous d'accord, on a besoin de récupérer tout ça. Maintenant, comment s'assurer que tout fonctionnera bien, que l'outil de migration récupérera bien tout ça. Donc là, l'outil doit vous procurer également des solutions. Et notre outil les a en stock. Typiquement, l'outil, il sait fonctionner à vide, en mode dry run, en mode simulation. On peut donc simuler en amont la migration autant qu'on veut pour faire ceinture et bretelles, sans alimenter BlueMine. Donc ça va éviter en fait de pourrir les données de BlueMine avant même d'avoir commencé à l'utiliser. Et surtout, on va s'assurer du bon déroulé des opérations. L'outil travaille en mode incrémental. Donc, on peut préparer le terrain. On le sait, on l'a déjà dit, la messagerie, c'est énormément utilisé. Donc, les mails représentent un volume assez important à migrer. Et plus c'est gros, plus c'est long à reprendre. Le mode incrémental va vous permettre de gérer en fait ce traitement, ce gros volume en amont. Et après, juste finaliser très rapidement plus tard. Vraiment, en plus, quand on décide. Donc, les perturbations sont vraiment minimales parce que le delta de données à migrer est minime. Ensuite, pendant la phase en fait, de préparation, on peut vérifier si toutes les données sont bien emportées et notamment si le contexte est bien repris pour s'assurer du risque zéro. Après, derrière, on peut aussi impliquer les utilisateurs en leur demandant de venir vérifier eux-mêmes les données. Et là, en fait, on a un triple effet qui se coule parce qu'on va responsabiliser les utilisateurs. Ce n'est pas l'équipe messagerie, l'équipe projet qui valide tout ça, c'est l'utilisateur lui-même. Après, deuxièmement, ça va les rassurer. Ils voient leurs données, ça commence quand même à les rassurer. Et derrière, ils voient les nouvelles IHM, en fait. Si nouvelles IHM y est, ça peut leur donner envie d'y aller. Je dis nouvelles IHM, on y reviendra aussi plus tard. Et puis là-dessus, l'équipe projet va forcément passer un meilleur week-end, parce que si on reprend en fait l'exemple du week-end, ils ne vont pas le passer à faire la migration,
mais plutôt à passer le week-end à faire ceinture et bretelles et vérifier que tout va bien. Et notamment que tout le monde retrouvera bien le lundi matin le contexte pour travailler. Maintenant, est-ce que tout ça, c'est suffisant pour éviter de mal commencer la semaine? Pas forcément. Comme je vous l'ai dit, il ne faut rien oublier, notamment ne pas oublier les archives locales. Donc, vos utilisateurs, ils ont forcément mis de côté des données. Et nécessairement, ça va être des données en fait, auxquelles ils tiennent, parce qu'ils ont mis de côté. Donc, les oublier, c'est risquer un fort mécontentement, et puis pareil, sortir les rames en fait, après pour rattraper tout ça. Donc, notre outil de migration, le BM Migrator, saura également reprendre tous les PST. On peut d'ailleurs lancer l'outil en fait en centralisant toutes les archives, ce qui vous permet au passage de reprendre la main sur toutes ces archives locales qui généralement peuvent se balader un peu à droite à gauche et donc peuvent représenter une potentielle fuite d'informations. Donc, quand on injecte ça, par contre, il faut bien faire attention aux espaces disques. On va réinjecter des archives locales dans les boîtes aux lettres des utilisateurs. Donc, il faut veiller en fait déjà de ne pas exploser le ou les quotas, parce que ça peut être embêtant pour l'utilisateur. Alors, ça va être vite corrigé, on augmente le quota, mais là-dessus, on commence assez mal avec cet utilisateur, qui nécessairement sera une autorité. Mais après, il faut surtout veiller à ne pas exploser les espaces disques, parce que là, pour le coup, c'est embêtant pour tout le monde, et là, forcément, on commence très, très mal. Donc, le fonctionnement en fait, de notre outil de migration sera exactement le même que pour la migration Exchange. On va fonctionner en mode dry run, etc., mode incrémental et tout, et tout. Et bien sûr, on reprend toutes les données des PST. Donc là, on voit qu'on a quand même pas mal avancé, on n'a rien perdu, les utilisateurs sont contents, ils sont aux anges, enfin, pas tous, parce que tout le monde n'est pas encore sur BlueMind. Comme on l'a annoncé tout à l'heure, dans tous les cas, vous allez avoir 2 solutions à gérer. Même si vous pouvez faire une migration one-shot, on a forcément cette phase de site pilote. Ensuite, dans de nombreux cas, il y aura une cohabitation en fait, d'Exchange et de BlueMind. Il peut par exemple y avoir plusieurs équipes réparties sur plusieurs pays avec des domaines de messagerie différents. Et également, par exemple, des fuseaux horaires différents. Et comme on l'a dit, on veut limiter les perturbations. Il peut y avoir un volume utilisateur trop important pour migrer en fait d'un seul coup. Ou tout simplement, vous avez une architecture en fait qui est éclatée. Vous avez plusieurs serveurs Exchange et vous centralisez tout sur BlueMind. Donc on voit en fait, il y a de nombreux cas de figure qui font que vous effectuerez votre migration par étapes. On a alors 2 systèmes de messagerie à gérer et vos utilisateurs, ils doivent continuer à bosser encore une fois. Donc les mails doivent arriver au bon endroit, les invitations doivent être envoyées dans les bons endroits. Enfin bref, on doit savoir qui est où. Et cette cohabitation peut durer un peu. Ça dépend de pas mal de critères comme on vient de le voir. Or, la collaboration fine en fait entre les 2 solutions, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de partage possible entre Exchange et BlueMind. Il faut donc des solutions qui vous permettront de gérer efficacement en fait cette cohabitation et qui vont vous permettre d'optimiser la bascule et donc de limiter la période de cohabitation. BlueMind vous procure en fait toutes ces solutions nativement dans le produit. Depuis BlueMind, vous pouvez orchestrer votre migration et gérer en fait les bascules de groupes d'utilisateurs. On va migrer intelligemment en migrant ceux qui collaborent fortement ensemble. Et après, on peut opérer la bascule en quelques clics ou via des imports. Enfin bref, on garde en fait le contrôle en lissant efficacement la migration. Donc, comme vous pouvez le constater, BlueMind est quand même bien armé pour vous permettre de gérer votre passage d'Exchange à BlueMind comme une lettre à la poste. Mais cela ne signifie pas forcément réussir la migration. Comme on l'a dit en fait en début de webinaire, l'objectif, c'est surtout de satisfaire les utilisateurs, que l'outil répond encore une fois à leurs besoins. Et sur ce point, BlueMind vous apporte également des solutions qui vont vous permettre de mettre en œuvre une conduite du changement poussée et obtenir l'adhésion de vos utilisateurs. Un des atouts majeurs, effectivement, de BlueMind, c'est d'être multi-client. Alors, vous allez me dire, enfin, vous ne pouvez pas trop me dire, mais bon, tous les fournisseurs sont multi-clients. Alors, c'est facile de dire qu'on est multi-client ou compatible à Outlook, et c'est souvent affiché dans les solutions concurrentes. Ce qu'on ne précise jamais, en fait, c'est les contraintes. Non seulement, il faut installer en fait, un connecteur sur chaque poste de travail et sur chaque Outlook, mais en plus, on va avoir un fonctionnement en mode dégradé.
Et là, en fait, une des grosses plus-values de Bluemind, c'est que tous les clients vont avoir le même périmètre, le même niveau collaboratif. Alors, on a bien sûr nos interfaces web avec un webmail en fait qui procure une expérience utilisateur similaire en fait à celle d'un client lourd et qui est développée en fait en suivant toutes les bonnes pratiques au niveau UX design. On complète également Thunderbird, qui est un super client de mail, mais un peu moins bon en termes de collaboratif. Bluemind apporte une couche collaborative pour compléter Bluemind, en faire un champion du collaboratif. Bien sûr, on accède aussi à tout ça avec les appareils mobiles. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de webinaire, on maîtrise parfaitement le protocole Exchange Active5 qui nous permet d'être très réactif dès qu'un nouveau modèle sort. Et surtout, on est Outlook natif. Donc, on est les seuls, en fait, à avoir implémenté le protocole MAPI, qui est le langage, en gros, parlé d'Outlook avec Exchange. On est les seuls, après, à part Microsoft, bien évidemment. Et ça représentait des dizaines, en fait, d'années de R&D. Et Outlook, en fait, va dialoguer avec Bluemind comme il dialogue, en fait, avec Exchange. Donc, il n'y a pas besoin de déployer un connecteur sur tous les postes pour que Outlook puisse continuer de fonctionner. Et ça, qu'est-ce que ça vous apporte? Quand on migre d'Exchange, en fait, dans un cas sur deux, voire deux cas sur trois, ce qui va bloquer, c'est l'adhérence en fait à Outlook. Il y a de nombreux utilisateurs, et notamment les autorités, qui ne veulent pas abandonner Outlook. Et c'est généralement le principal frein à la migration. Il y a une forte réticence des utilisateurs. Il n'y a pas de problème pour migrer du moment qu'en fait, on garde Outlook. C'est d'ailleurs pas rare de voir en fait cohabiter deux solutions, un Exchange pour certains utilisateurs, des VIP, et une autre solution en fait pour le reste, avec forcément des impacts sur le périmètre collaboratif. Et c'est souvent là aussi que va s'arrêter en fait la bonne volonté, les bonnes intentions en fait en termes de souveraineté. On veut une solution souveraine, comme on l'a dit pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, mais par contre on ne veut pas abandonner Outlook. Et généralement, c'est pour une poignée d'utilisateurs. Et là, souvent, tant pis pour la souveraineté, parce que comme on l'a dit, ce qui prime, c'est la satisfaction utilisateur. Et donc, on prend le risque, en fait, de s'asseoir sur son indépendance et la maîtrise de ses données. Et on reste sur Exchange, où on passe plutôt Office 365, uniquement pour garder Outlook pour une minorité d'utilisateurs. Et c'est là que Bluemind, en fait, vous permet de répondre à toutes ces problématiques. Vous allez pouvoir, en fait, conserver Outlook pour une partie des utilisateurs, et ainsi respecter leurs habitudes et leurs usages, et avoir le même périmètre de collaboration pour tous vos utilisateurs, sans impact sur la façon de travailler. Alors, si je reprends en fait l'exemple du lundi, les secrétaires arrivent au bureau, elles lancent leur Outlook, et puis font un peu comme d'habitude. Ensuite, progressivement, vous pourrez faire évoluer tout ça, et puis atteindre ce Graal qu'on retrouve chez nombreux de nos clients, qui est d'avoir en fait une solution full web, et s'affranchir d'Outlook pour faire des économies de licence, et c'est des économies au niveau de la gestion du parc utilisateur, du parc de postes clients. Ou au pire, on peut conserver Outlook pour une minorité d'utilisateurs. L'objectif, c'est pas de conserver Outlook, évidemment, mais Bluemind, en fait, vous apporte des solutions qui vont vous simplifier en fait cette transition, vous simplifier ce sevrage en fait d'Outlook. Cela en fait peut même ouvrir en fait la porte à un autre vœu pieux qu'on peut rencontrer, notamment, que moi j'ai connu dans les administrations, qui est d'avoir la possibilité d'utiliser des postes Linux. Et là, pareil, on aura des clients avec le même périmètre collaboratif. Ensuite, comme on l'a dit en début de webinaire, une administration, une entreprise, c'est en mouvement. Donc, en cas de réorg, en cas de greffe d'une nouvelle entité, de rachat par exemple, il va y avoir des autres utilisateurs à rattacher au système d'information et à la messagerie. Eux viennent peut-être d'une autre solution de messagerie. Avec Bluemind, ça va être possible en fait d'unifier la solution de messagerie avec un périmètre collaboratif global, sans changer en fait les habitudes des nouveaux arrivants. Tout le monde peut collaborer. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, notre outil de migration, c'est récupérer de nombreuses sources au niveau solution de messagerie existante, donc il y a de fortes chances qu'on sache migrer la solution actuellement utilisée par cette nouvelle entité. On va donc couvrir en fait 3 sujets. Ne pas freiner en fait la migration, la possibilité de faire évoluer votre parc client, entre guillemets, et de migrer en fait de nouveaux collaborateurs depuis de nouvelles solutions sources, avec un périmètre de collaboration global pour tout le monde. Donc, comme vous le voyez, en fait, on fournit vraiment les solutions pour vous permettre de gérer votre migration techniquement
et organisationnellement vers une solution souveraine qui réponde aux besoins, aux usages des utilisateurs. On va même plus loin, en fait, pour assurer une parfaite adhésion des utilisateurs au moment, en fait, où vous voudrez faire évoluer ces fameuses habitudes. Parce qu'on peut se poser la question, mais comment faire pour que les utilisateurs adoptent, en fait, la solution, changent au final ces fameuses habitudes, encore une fois, et vous permettent de faire évoluer votre SI, votre solution de messagerie. Pour mettre en place, en fait, une conduite du changement efficace, une conduite du changement aux petits oignons, vous allez avoir besoin de contenu, de solutions, en fait, en termes d'accompagnement, pour que vos utilisateurs, en fait, prennent en main correctement la solution. Il faudra en former quelques-uns et accompagner les autres. Pour ça, Bluemind vous met à disposition, en fait, tout un écosystème complet de ressources depuis un point unique, le All Bluemind. Donc, depuis ce site, en fait, vous pouvez retrouver de nombreuses informations, comment contribuer, vous mettre en contact, en fait, avec nos partenaires, etc. Mais surtout, vous allez retrouver toute la documentation qui va être indispensable pour former vos équipes techniques et former vos utilisateurs. Il faut savoir que côté Bluemind, on a 2 personnes dédiées, en fait, à la documentation. Ce sont des documentalistes, donc c'est leur métier. Donc, tous nos manuels sont donc orientés utilisateur-usage et donc sont nécessairement pédagogiques. Enfin, je vais reprendre l'exemple, en fait, du week-end. Je l'aime bien, celui-là. Vous devez avoir connu ça. On a formé les utilisateurs. Toutes les personnes formées sont un peu au taquet. Elles ont tout compris. Elles sont impatientes de commencer à utiliser Bluemind. Et arrivé le lundi matin, on a tout oublié. Bref, pour l'utilisateur, ce que je veux dire, c'est que pour l'utilisateur, c'est important de pouvoir, en fait, se souvenir des actions à faire pour utiliser les fonctionnalités de Bluemind et notamment les fonctionnalités avancées. Comment ça marche? On fournit pour ça également des aides-mémoires. Donc, c'est des petits guides qui vont, en fait, vous permettre de retrouver la substantifique moelle de Bluemind, les infos principales. Et là, ça roule. Ces aides-mémoires vont être également utiles pour tous ceux qu'on n'a pas formés, mais qu'on a besoin, en fait, d'accompagner. On ne peut pas, en fait, former tout le monde, et tout le monde n'a pas forcément besoin d'être formé. Et là, pour ça, les aides-mémoires permettent à tous de prendre en main correctement l'outil. Et c'est également hyper important pour obtenir l'adhésion des utilisateurs. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois. Pour obtenir l'adhésion des utilisateurs, ces aides-mémoires, en fait, leur permettent de prendre en main correctement l'outil, ça va les rassurer, mais il faut également leur donner envie. Et pour, en fait, leur donner envie, et notamment leur faire changer d'habitude, il faut mettre en avant les plus apportés par Bluemind, la plus-value, ce qu'ils vont y gagner, en fait, en abandonnant Outlook, par exemple. Pour permettre, en fait, de faire découvrir ou de rappeler les fonctionnalités avancées, Bluemind a une chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver, en fait, plein de vidéos ludiques qui, elles aussi, en fait, sont pédagogiques et sur un format court. Bref, c'est des vidéos adaptées pour pouvoir confectionner, compléter votre mallette d'accompagnement. D'ailleurs, de nouvelles vidéos sont régulièrement poussées par Leslie, donc notre responsable marketing et communication, qui va pousser d'autres contenus éventuellement que des vidéos, typiquement des articles de blog. Donc, on voit que pour que ce soit, en fait, sur la mise en place, en fait, de la solution, sur la migration, la prise en main, le dialogue avec l'éditeur, avec nos partenaires, les évolutions, Bluemind vous procure vraiment les solutions pour que vous puissiez faire un véritable choix, en fait, de souveraineté, tout en répondant aux besoins de vos utilisateurs et en respectant leurs usages. Et si vous posez, en fait, encore la question de pourquoi, en fait, choisir Bluemind, la société, en fait, il faut savoir que la société a été fondée appartient à ses créateurs, qui ont tous, en fait, des postes clés dans l'entreprise, dont des architectes de la solution et dont des développeurs ou des leaders, en fait, au niveau des développements. Ça veut dire que les créateurs, en fait, gardent le contrôle de l'outil et de ce qu'on y met. Ça nous permet d'avoir, en fait, une ligne stratégique claire. Bluemind, en fait, est indépendant et maîtrise, en fait, sa destinée. Donc, en clair, Bluemind décide de ses évolutions en fonction du bien du produit. On veut faire, en fait, un produit souverain, de haute couture, qui va répondre aux besoins des utilisateurs et qui donc est pensé en conséquence. C'est vraiment
la clé de la réussite de Bluemind depuis 10 ans, la stabilité de sa stratégie, qui est rendue possible donc parce que Bluemind appartient à ses fondateurs, mais c'est également la clé de la pérennité en fait, et de la sécurisation du choix de Bluemind pour le futur. Ça nous permet également d'avoir un positionnement limpide par rapport à tous nos partenaires. On est éditeur de Bluemind et on le maîtrise. Et donc, on est apte en fait à fournir, à accompagner tous nos partenaires au niveau qu'ils attendent. Tout ça nous permet d'avoir en fait d'être reconnu au niveau de l'écosystème open source européen et d'y être en fait des acteurs fortement investis, influents et écoutés. Voilà, donc enfin, et avant de conclure, je voudrais compléter en fait avec quelques informations autour de la sobriété numérique et de l'accessibilité, ce qui va permettre en fait de clore un peu en beauté ce webinaire et après derrière de passer à l'exercice de réponse à vos questions si vous en avez encore. En termes effectivement de sobriété numérique, c'est un sujet qui effectivement devient également prépondérant et pour cause. La Bluemind, en fait, je vais donner quelques exemples très rapidement sur des fonctionnalités qui sont déjà en place et qu'on va mettre en place et qui vont répondre à ce besoin-là. Je vous invite d'ailleurs aussi à aller lire l'article en fait, de Leslie sur le sujet, pour lequel elle a déjà dû certainement pousser le lien. On a par exemple la gestion centralisée des signatures d'entreprise, qui est l'image très souvent de l'entreprise. Cette gestion centralisée vous permet un contrôle total des signatures pour tous les collaborateurs, et notamment par exemple de contrôler le poids des signatures en décidant par exemple de ne pas mettre d'image dans tous les mails envoyés en interne. On a également le détachement automatique des pièces jointes. Donc ça, en fait, ça permet à Bluemind. Bluemind vous procure une solution qui, pour une pièce jointe qui est un peu volumineuse, va le détacher et créer un lien à la place, qui représente une économie assez conséquente en termes d'espace disque et en termes d'occupation réseau. On a également le vidage de la corbeille automatique, ce qui évite d'avoir à penser à faire du ménage. Et enfin, plusieurs fonctionnalités qui sont en cours de développement et qui arrivent très bientôt. Donc, typiquement, le stockage objet, où là, pour le coup, on a une économie assez conséquente de 30 à 40% de l'espace de stockage. On va mettre à disposition également tout un panel d'outils pour aider au ménage dans la boîte aux lettres. C'est vrai que le ménage, c'est souvent un petit peu embêtant. Et ces outils permettront en fait de mieux gérer le quota avec des interfaces graphiques qui vous permettront de voir en fait l'état de vos dossiers, la place occupée, etc., etc. On aura également des options de suppression automatique en s'appuyant sur des critères de sélection. Bluemind s'inscrit également dans le projet Zéro Carbone Email, qui est un projet en cours de spécification pour permettre notamment d'introduire une date d'expiration dans les mails, mais qui vise également à mettre à disposition des interfaces pour permettre en fait aux utilisateurs de gérer tout ça. En termes d'accessibilité, il faut savoir que Bluemind a des équipes dédiées pour ses développements d'IHM. Et l'accessibilité est au cœur de tous nos développements. Donc Bluemind en fait respecte tout ce qui est normes et bonnes pratiques en vigueur en termes d'accessibilité. Le webmail est ainsi accessible par tous les utilisateurs non-voyants ou malvoyants. Et Bluemind pousse vraiment très loin l'accessibilité, notamment au niveau des images, par exemple. Et ça, en fait, ça a un impact non négligeable sur la charge des équipes en fait, de développement, mais qui nous permet d'avoir une avance en fait, considérable par rapport à toutes les solutions du marché. J'ai maintenant fini en fait, cette présentation. Donc, je vous propose qu'on passe en fait, à la phase de questions-réponses. Et puis, je vais inviter en fait, mes collègues de l'ombre à venir me rejoindre en fait, sur scène. Donc, Leslie, que vous avez déjà vu, mais également Manuel et Pierre, qui ont dû répondre à vos questions au fur et à mesure que vous les avez posées. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, une question de Monsieur Baptiste Fetti. Comment Bluemind intègre les fonctions collaboratives avec une utilisation sur Outlook? Partage des calendriers, visioconférence. Tout simplement par les moyens habituels. Donc, côté Bluemind, on va afficher les calendriers des autres utilisateurs directement dans Outlook et on peut faire également appel à la ressource de visio directement dans un calendrier.
C'est toute la particularité d'avoir fait le support natif d'Outlook, c'est-à-dire qu'Outlook, quand il parle à BlueMind, il pense qu'il parle à Exchange. Et du coup, vous retrouvez toutes les fonctions natives d'Outlook, de collaboration, de partage d'agenda. Et c'est toute la différence avec des solutions qui vont vous demander un plugin pour afficher un autre agenda ou pour gérer des synchronisations. Alors, il faut peut-être les prendre dans l'autre ordre, Fabrice, en commençant par le bas, les questions, puisque sinon, il y en a qui vont arriver en plus et on va être D'accord. Ok. Sachant que Manuel a déjà fait, et Leslie et moi, quelques réponses. On peut le faire assez vite. Alors, oui, il y a beaucoup de réponses que je vois ça. Alors, bonjour, BlueMind est-il compatible avec Vim et surtout permettre une restauration granulaire? Alors, BlueMind n'est pas compatible avec Vim, en tout cas pas encore. BlueMind embarque son propre moteur de restauration, enfin de backup restauration, qui est Data Protect. Et après, on apporte en fait des solutions, passer un certain volume de mails, où on va s'appuyer plutôt sur des solutions de backup au niveau file system. Enfin, pour les grands groupes, pour gérer un nombre conséquent d'utilisateurs et un volume conséquent en fait de mails, la BlueMind apporte des solutions beaucoup plus complexes, techniquement parlant, beaucoup plus complètes, qui vous permettent de mettre en place des solutions de PRA, PCA et de mise à jour à chaud, en s'appuyant sur la technologie Kafka. Kafka et stockage objet. Et stockage objet, pardon. On peut reprendre aussi les questions de Frédéric Auclair. J'ai 100 000 utilisateurs et plusieurs terras de données pour un seul domaine. Est-il possible de lotir la migration? Donc, Fabrice l'a expliqué, oui, via le split domaine, avec certaines contraintes fonctionnelles de partage entre utilisateurs sur les deux systèmes qui sont pas possibles. Hein. Ce n'est pas que lié à Exchange et BlueMind. Si vous prenez n'importe quel système A et B en messagerie, il n'y a pas de partage croisé entre les systèmes. Mais si on lotit intelligemment les utilisateurs par cercle de collaboration, voilà, ça peut marcher. Il y a même des clients qui peuvent rester dans cet état à un certain moment pour garder un Exchange pour certains et BlueMind pour d'autres. Lorsque l'on mixe par exemple une boîte et l'intégralité du calendrier, la question de Jacques Miennet, est-ce que les autorisations qui sont appliquées sur Exchange, sur le calendrier, seront répliquées lors du passage à BlueMind? Ou doit-on reparamétrer les accès manuellement une fois la migration effectuée? Là aussi, Fabrice l'a un peu dit, on n'a peut-être pas assez insisté dessus, mais la migration, tout le monde parle données, mail, agenda. C'est pas forcément le plus difficile. Les vrais enjeux, c'est que l'utilisateur retrouve son contexte, c'est-à-dire les droits, les partages. Et quand on revient, comme disait Fabrice le lundi matin, on retrouve son environnement. Et donc, les outils que nous développons de migration, typiquement BM Migrator, et Emmanuel d'ailleurs est un des auteurs de cet outil, on reprend justement toutes les données de contexte. On essaie de reprendre les filtres, les signatures, les partages, les droits, etc. pour avoir une transition la plus fluide possible. Et c'est un travail assez colossal, mais c'est ce qui garantit les transitions les plus souples. Et qui permet également, excuse-moi Pierre pour compléter, qui permet également souvent un gain en fait au niveau de la charge, parce que ce qui se passait avant, soit c'est l'équipe informatique, l'équipe projet qui gérait ça, soit on demandait de le faire aux utilisateurs. Ce qui généralement était soit une grosse charge en fait côté équipe messagerie, ou un agacement côté utilisateur. Donc effectivement, c'est une grosse plus-value de pouvoir récupérer tout ce contexte collaboratif et ce contexte métier avec notre outil de migration. Bertrand Servari, salut Bertrand. Au niveau de la compatibilité, êtes-vous compatible également Outlook Mac? Alors, pas en mode natif comme on l'est sous Windows, puisqu'en fait Outlook Mac n'utilise pas la même stack MAPI, il utilise essentiellement AWS, qui sont les Exchange Web Services, donc une autre stack de protocole. Je pense qu'on doit pouvoir le connecter à Nmap, mais là, dans ce cas, on retombe comme les autres solutions avec une expérience Outlook qui n'est pas celle attendue par les utilisateurs, sans le collaboratif ou autre. Et la partie AWS, c'est quelque chose que l'on va implémenter, alors pas de suite, parce qu'on a évidemment un certain nombre de chantiers, mais que l'on va implémenter, puisque ça permet aussi d'autres fonctionnalités que l'on souhaiterait avoir. Alors bonjour, lors de la cohabitation avec Exchange, comment gérez-vous l'accès aux listes d'adresses à la liste d'adresses globale? Alors Manuel a
a répondu. Effectivement, on s'est synchronisé les annuaires, les carnets d'adresses. Je ne sais pas si Manuel, tu voulais compléter ou... Si en fait on va pouvoir créer l'ensemble des comptes avec un routage donc SMTP vers le serveur Exchange si la boîte n'est pas encore migrée. Et ensuite, à partir de là, on va récupérer l'ensemble des comptes. Donc tous les comptes sur Exchange et sur Bluemind seront connus de part et d'autre, ce qui permettra de ne pas perdre de contact justement dans l'annuaire global. Ok. Antoine Ledoux, bonjour, est-il possible d'afficher les calendriers partagés avec moi dans l'application Outlook sur Android? Alors là aussi, la maîtrise technologique fait qu'on développe notre propre notre moteur de synchronisation EAS, qui est Exchange Active Sync, qui est le protocole utilisé aujourd'hui globalement pour synchroniser sur les mobiles, qui fait mail, agenda, contact. Et nous, on supporte le fait de pouvoir partager des calendriers. Après, effectivement, toutes les applications clientes ne le supportent pas forcément. Donc, le cas particulier d'Outlook sur Android OS, moi, je ne sais pas vous dire. Ce n'est pas celle forcément que j'utilise. Je ne sais pas si Manu ou Fabrice, vous savez. Alors, le logiciel Outlook, en fait, l'application, l'appliquette Outlook sur Android s'appuiera en fait sur le protocole Exchange Active 5. La particularité en fait du client Outlook, et aussi c'est pour ça qu'on déconseille éventuellement d'utiliser, et là on rejoint le sujet souveraineté, c'est qu'il passe son temps en fait à dialoguer avec Microsoft. Donc il y a des requêtes non maîtrisées sur le téléphone qui fait qu'on a un dialogue à Outlook va dialoguer avec votre serveur de messagerie, mais aussi très très beaucoup avec Microsoft. Et sinon, oui, ça appuie sur le même protocole Exchange Active 5 que les autres clients de messagerie. Donc, comme l'a dit Pierre, effectivement, ce qu'il faut savoir sur les smartphones, on ne sait pas trop pourquoi, mais les constructeurs adorent rajouter des surcouches en fait sur les clients de messagerie, avec chacun sa petite spécificité. C'est un avantage côté Bluemind de maîtriser en fait le protocole Exchange Active 5, ce qui nous permet de gérer tous ces différents clients en fait au niveau calendrier. Ils ne sont pas uniformes, mais tous en dessous une couche commune qui est Exchange Active 5. Mais du coup, le calendrier partagé avec Outlook sur Android sur cette appliquette, c'est possible? Je dirais que oui, du fait que nous, on a le partage en fait via le protocole Exchange Active 5. Oui, en fait, ça dépend de l'application, mais du coup... Okay. C'est ça, c'est possible en fonction de l'application. Oui, oui. Bon, Bluemind intègre-t-il les dossiers publics ou équivalents? Donc, Franck Donan, à nouveau. Donc, Manuel a répondu. Oui, vous avez la possibilité d'afficher des boîtes aux lettres partagées, des calendriers de domaine, donc qui n'appartiennent pas à une personne, ou des carnets d'adresses de domaine, pareil, qui n'appartiennent pas spécialement à une personne, qui sont protégés au niveau domaine. Ces derniers sont disponibles dans les dossiers publics sur Outlook. À noter qu'il semblerait quand même que Microsoft est en train d'essayer d'élaguer un peu les dossiers publics, qui les posent beaucoup de sujets, y compris chez eux. Baptiste Fetti, bonjour. Comment Bluemind intègre les fonctions collaboratives avec une utilisation sur Outlook? Ah, mais on l'a déjà répondu, celle-ci. Comme on est natif, c'est bon. Il y avait une question de Monsieur Mieni encore. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu le cas de cohabitation entre les deux systèmes Exchange Bluemind lors d'une migration continue? Comment se passe alors la configuration des MX au niveau des DNS publics? Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y aura un flux d'entrée de toute façon. Donc le MX, lui, il n'y a pas de problème, il ne bougera pas. Il va aller votre canal d'entrée. Et c'est au niveau de ce canal d'entrée, il y a un travail effectivement sur les flux. Par défaut, il va peut-être essayer de délivrer à, par exemple, Exchange. Donc, soit vous pouvez faire une répartition dès le canal d'entrée, soit, en fait, le serveur, typiquement Bluemind, s'il reçoit un mail d'un domaine qui gère, mais pour lequel il n'a pas la boîte aux lettres, en fait, il va rediriger, renvoyer le mail vers l'autre plateforme, donc en gros vers Exchange. Donc, il faut que le serveur Exchange soit configuré pour, que le serveur Bluemind soit configuré pour. C'est-à-dire que le split domaine, il faut que tout le monde soit au courant, que je ne suis pas seul maître dans mon domaine, que si je ne connais pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'en général, j'envoie à l'autre. Et puis, ça peut se pré-traiter également dans les flux au niveau du canal d'entrée pour, si vous voulez, que ça soit directement livré au bon endroit. Mais en gros, il y a une configuration à faire sur les deux systèmes quand vous faites des splits domaines. Et donc, si on décide que Bluemind est le maître en fait de tout ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On aura en fait toute la gestion et toute l'orchestration de tout ça directement depuis Bluemind.
Oui, tout à fait, on va travailler là-dessus. Beaucoup là-dessus. Question de J. Lewis. Du coup, la compatibilité Thunderbird n'est pas native. Si, elle est native. Thunderbird, lui, son protocole pour la partie messagerie native, c'est IMAP. Donc, nous, on parle IMAP, même si dans la prochaine version, on change la couche IMAP. On a supprimé le serveur qui était Cirrus. C'est un bon composant, mais qui mérite aujourd'hui de prendre sa retraite. Et on a fait des choses beaucoup plus performantes, notamment pour avoir le stockage objet et de la collaboration beaucoup plus étendue. Et pour la partie collaborative, en fait, nous, on a un plugin qui s'ajoute dans Thunderbird et qu'on s'est auto-déployé, qui se met à jour tout seul et qui permet une expérience full collaborative de Thunderbird, c'est-à-dire que vous avez les agendas partagés, mais qui sont identiques au pixel près à ce qu'on affiche en web. Donc ça, c'est intéressant parce que pour les utilisateurs, ensuite, si vous devez passer de Thunderbird au web, ben en fait, vous avez exactement les mêmes interfaces, les mêmes couleurs, les mêmes voilà, marquant vous en faites. Donc, vous retrouvez exactement la même interface. L'utilisateur, lui, il voit que du feu. On va également synchroniser les carnets d'adresses partagés. Et on va permettre de positionner ses préférences, ses partages depuis Thunderbird. Parce que l'expérience d'avoir un client lourd, c'est pas juste pour faire son Thunderbird natif avec son agenda qui n'est pas au niveau, celui natif de Thunderbird Lightning, qui n'est pas du tout au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on vient mettre le nôtre. Mais l'expérience globale, c'est pas juste une synchro, c'est comment je gère, à qui je partage. Donc d'avoir toutes les interfaces pour pouvoir faire toutes les manipulations sans quitter le client lourd. Et donc nous, c'est ce qu'on propose, permettre de mettre ses préférences, ses partages ou autres. Alors, notre solution de messagerie MDaemon, est-on sûr que l'ensemble des éléments contenus dans les contacts seront conservés, adresse mail, mais également les numéros de téléphone, les calendriers partagés seront-ils également migrés? Mais ça, je dirais, ça dépend vraiment du projet. En termes d'outils, oui, tout peut être repris. Après, il faut que ce soit prévu dans le projet, qu'il y ait des phases pour ça, typiquement sur les calendriers partagés. Mais il n'y a pas de restriction au niveau outils. Aujourd'hui, comme l'a dit Fabrice, je prends un peu Manu, notre outil, il sait traiter Exchange, mais on verra dans un autre webinaire Zimra, Kerio et d'autres solutions. Donc, on sait bien reprendre toutes ces données. Alors, Milotsma, bonjour, BlueMind propose-t-il la haute disponibilité? Alors ça se met pareil en place lors de projets. Donc ça, c'est plutôt des questions d'architecture, d'infrastructure, du coup de matériel aussi, pour voir qu'est-ce qu'on rend redondant, comment on fait la réplication. Voilà, il y a différentes possibilités, mais c'est des choses tout à fait faisables. Et typiquement, aujourd'hui, un de nos projets phares, aujourd'hui on a le droit d'en parler, c'est avec le ministère des Affaires étrangères. Un des prérequis de leur choix de BlueMind, qui a été testé et validé, c'est de n'avoir aucune interruption de service, même lors des mises à jour. Alors, c'est pas neutre en termes d'infra, hein. Fabrice a parlé de Kafka, de choses comme ça, mais aujourd'hui, on est capable d'aller jusque-là. C'est-à-dire qu'une mise à jour, en fait, elle peut se faire sans interruption de service. Alors, il faut doubler l'infra, il faut une infra Kafka qui va enregistrer tous les changements qui se passent dans BlueMind. Donc, c'est quelque chose de lourd, mais pour ceux qui ont ce besoin-là, c'est des choses envisageables. En général, on le trouve que sur les très grosses organisations. Il n'y avait que Google ou Microsoft qui savaient faire ça. Donc, aujourd'hui, nous, on sait l'apporter. Ce n'est pas neutre du tout en termes de projet, mais voilà, ça permet d'amener ceci. Ça permet également, du coup, d'avoir des PRA ou des PCA en temps réel avec les vraies données. Frédéric Auclair, avec Exchange on-premise, on bénéficie d'une haute disponibilité avérée via les balles passives qui peuvent prendre le relais instantanément en cas d'incident sur un site, par exemple. BlueMind peut-il être architecturé de cette manière? Alors, de cette manière-là, non, je pense pas, enfin, pas de cette façon-là. Nous, ça ne serait pas par boîte aux lettres, nous, ça serait la plateforme entière, un peu comme je l'ai dit, qui pourrait basculer et de façon transparente, mais ce n'est pas par balle ou par bout de l'architecture. Nous, on sait migrer
changer d'infra, voilà, avec les données qui restent toujours à jour, mais pas avoir juste des bouts aujourd'hui. Et enfin, la dernière question, peut-on configurer l'accès à un dossier contact sur un terminal mobile? L'idée de permettre à une flotte de mobiles d'entreprendre d'accéder à une liste de contacts communs mise à jour dynamiquement. Alors, un peu comme les calendriers sur mobile, c'est pareil, c'est-à-dire que nous, côté protocole et serveur, on supporte. Maintenant, ce n'est pas le cas de tous les mobiles. Alors, je ne sais plus lequel c'est, mais typiquement, je ne sais pas si c'est Android par défaut, on n'a qu'un carnet d'adresses et on ne peut pas avoir plusieurs carnets d'adresses. Alors que l'iPhone, lui, permet d'avoir plusieurs carnets d'adresses. Donc là, les contraintes ne vont pas être côté Bluemind, vont être côté mobile. Donc nous, on le supporte. Et donc, il faut prendre des mobiles ou des applications sur mobile, si jamais, qui permettent ça. Mais comme disait Fabrice ou Manuel, le monde du mobile, en fait, c'est pas trivial quand on creuse un peu, puisqu'il y a l'OS par défaut, il y a la surcouche de l'opérateur, il y a quelle est la couche ActiveSync qui est choisie par l'opérateur sur le mobile. Des fois, même, vous en avez deux. Il y a les Samsung qui avaient la sienne, plus le standard de Microsoft. Plus se rajoute l'application qui va utiliser ça, donc le calendrier World qui, elle, va proposer ou non les différentes fonctionnalités. Donc ça, s'il y a un besoin bien déterminé, ça se regarde un peu à l'avance parce que le côté, enfin voilà, le choix du mobile est important. Côté Bluemind, on sait faire. Maintenant, tous les téléphones et toutes les applis ne sauront pas faire elles. On est arrivé au bout des questions. Je ne sais pas s'il y a une toute dernière ou Leslie, si tu veux réapparaître, peut-être pour dire le mot de la fin, du coup, sinon. Non. Alors, je pense, elle peut pas. Un petit problème technique, je crois. Ah, petit problème technique. Bon, écoutez, on va faire à sa place. Un grand merci à tout le monde d'avoir participé. Si vous avez d'autres questions, vous souhaitez continuer la discussion, n'hésitez pas à nous solliciter par mail ou de façon différente. C'est vrai que là, on s'est bien focalisé sur la migration. Il y a pas mal de gens aussi qui ne connaissaient peut-être pas le produit. On peut aussi détailler certaines choses. On le voit dans les questions. Merci à Fabrice pour la présentation. Merci à Manuel pour toute l'aide et les questions. Merci à Leslie, même du coup, peut-être, je ne sais pas si elle entend. Voilà. Et puis, on essaie de donner ce type de webinaire assez régulièrement. Donc, dans un mois, je crois que c'est le 1er juin. Non, pas le 1er juin. Si, c'est le 1er juin. C'est ça. Sur la migration depuis Zimbra, parce qu'on a des outils qui vont assez loin aussi, qui sont capables de tout reprendre. Et puis ensuite, on fait des webinaires sur des points particuliers, soit sur le produit en général, soit d'autres points d'information. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question ou tout complément d'information. Et merci à tous de votre participation. Merci à tous. Merci. Et bonne journée. Merci, bonne journée. Il faut peut-être arrêter l'enregistrement du coup. C'était l'événement. Après, je crois que c'est Leslie, la maîtresse de cérémonie, qui peut effectivement tout couper. Bon, écoutez.